Saison 1, épisode 3. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, tu es salué toi aussi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et les auditeurs aussi. J'aimerais vous dire que Mathias et le serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Aussi vous dire que en collaboration avec la poire et le fromage ainsi que les brasseurs de Montréal, la succursale de Griffintown, eh bien, vous allez participer à une soirée toute spéciale la semaine prochaine, le 8 octobre, pour le premier match du Canadien de Montréal à la succursale de Griffintown. Et c'est un concours qu'on peut retrouver sur la page Instagram de la poire et le fromage. Une inscription gratuite. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous inscrire, de suivre les comptes de la poire et le fromage et des brasseurs de Montréal et de taguer votre +1 pour cette soirée-là. Et vous serez ainsi admissible au concours. Le concours, là, dépêchez-vous, il est disponible jusqu'à mardi soir. Fait qu'il faut s'inscrire dès demain. Donc, si vous prenez le balado en retard, il est trop tard. Mais vous pourrez aussi assister avec vous, les gars, au Brasseur de Montréal la semaine prochaine. C'est juste pour une participation VIP, le concours. Dès aujourd'hui, tu veux dire? Effectivement, je suis tout mêlé. Là, on enregistre lundi soir. Ouais. Le concours est disponible dès... Donc, désormais. mardi, là, inscrivez-vous là, mardi, si vous nous écoutez mardi. Excusez ma voix. Exact. C'est beau l'hommage que tu rends à René Angélil. Je trouve ça touchant. Ah, j'ai pas été sage en fin de semaine, je dois l'avouer. Il était 3h30, 4h vendredi. Du matin. Non, pas du tout. Non, mais sage. J'ai pas été sage, mais pas dans le mauvais sens. On était en fin de journée vendredi. Je sortais de ma sieste. Mon gars jouait à Notre-Dame. Et là, j'ai dit, c'est quoi les chances d'avoir mon fils qui joue contre Notre-Dame? Moi, j'ai grandi, j'ai joué au football plus jeune. Le Wishbone des Fighting Irish. J'ai le livre de Lou Holtz à la maison, le coach légendaire. J'ai dit, il faut que j'y aille. Fait qu'une demi-heure plus tard, j'étais dans l'auto. J'étais allé le voir. SMU contre Notre-Dame au soccer, évidemment. Pas dans le grand stade de football, mais un beau stade quand même. Puis je me suis dit, s'il gagne, Notre-Dame avait une défaite, était au premier, 13e au pays. J'ai dit, s'il gagne, je mets un chandail. Fait que c'est pour ça que je suis habillé en bleu avec le logo de Southern Methodist University, Dallas. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a parlé de nos vies, à moins que tu veuilles raconter ta fin de semaine, Pag. Non, mais je suis allé voir une pièce de théâtre, le Québec-Montréal. C'était pas piqué des verres. Je la recommande à tout le monde. Félicitations à tout le monde. Super. Simon, on a décidé de... Puis vous le voyez, c'est dans le titre. Snake fait le ménage avec les espoirs. Je suis en train de te donner tout de suite la suggestion de titre live, mon Pag. J'en prends note. Puis là, en tout respect, évidemment, on le répète souvent, que les athlètes, déjà, même ceux qui sont dans la Ligue américaine, la EHL, le junior majeur, c'est déjà un exploit. Mais en raison souvent de l'enflure qu'il y a envers certains espoirs, avec les faits saillants et tout ça, là, on a décidé de faire un petit ménage, une fois pour toutes, puis de dire, regarde, là, ça, c'est les espoirs légitimes. Et ça, c'est les espoirs qu'à un moment donné, là, il faut décrocher. Et je t'ai demandé un petit travail aussi de me dire, fais-moi une liste là, de ceux qu'on doit... faut arrêter de... Peut-être qu'il va y avoir une surprise, ça arrive des fois. Oui. Mais là, il faut arrêter de rêver. Puis ceux que tu vois légitimement avoir un impact sur un top 6,5, Oui. un top 4 défensif, gardien numéro 1. Je pense que tu m'as dit que tu voulais commencer avec ceux qui, là, il faut modérer les attentes de façon importante. Ben, regarde, il y a des oui, non, peut-être. Pourquoi il y a des peut-être? Ben, parce qu'il y a des joueurs qui ont été repêchés quand même en 2025 ou même 2024, qu'on n'est pas encore fixé totalement sur leur sort. Mais là, on parle quand même de joueurs d'impact. Alors, si un joueur, à un moment donné, s'installe sur un 4e trio à Montréal puis il joue 3-4 ans, bien, ça ne fait pas partie de la catégorie de ce dont on discute aujourd'hui. Oui. Alors, si j'exclus un joueur de la catégorie impact, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas la Ligue nationale, mais honnêtement, des joueurs qui vont jouer 8 minutes pendant 2-3 saisons, j'appelle pas ça des joueurs d'impact. Absolument pas. Voilà. Alors, moi, il y a des joueurs qu'on mentionne, je ne les nommerai pas tous ces joueurs repêchés par le Canadien dans les 5-6 dernières années, mais je vais y aller avec des gens qu'on mentionne et que moi, je ne considère pas comme des futurs joueurs d'impact.
Alors, le ménage commence. Fait que tu commences là, puis après, Oui. ce qui est le fun, là, On va y aller au positif. lâchez après. pas. De toute façon, je sais que vous êtes là jusqu'à la fin, là. Mais j'ai bien hâte de t'entendre sur Zarovski, dont tu as vu le premier match Oui, au complet. exactement. Après. Alors, voici. Dans les espoirs, là, sur lesquels j'ai fait une croix là, pour être joueur d'impact, il y a Luke Tuck. Ça faisait quand même un certain Oui. temps, qu'il va avoir 24 ans cette année, je pense. Là. Oui. Sean Farrell, qui a été soumis au balotage, qui retourne à Laval. Ça va faire un bon joueur pour Laval, je crois. S'il veut poursuivre sa carrière à Laval, à un moment donné, les salaires sont très intéressants pour les vétérans qui produisent. Mais pour le moment, pour Montréal, on va oublier ça. Écoute, je vais plaider coupable pour Farrell, parce qu'il est arrivé, il a battu un record de points de la USHL. Il est arrivé à Harvard. Sa deuxième année à Harvard, il a tout cassé. Il est allé aux Jeux olympiques. Il est allé au championnat du monde. Il est arrivé à Montréal. Là, Kent Hughes, il n'a pas dit va-t'en dans la Ligue américaine. Il y a eu 6 matchs. 6 matchs. Un contrat de la Ligue nationale, alors que Jalen Struble, dans la Ligue américaine, il sortait des rangs collégiaux aussi. Écoute, je pense que Martin Saint-Louis n'a pas voulu le dire, puis il était gentil. Je pense que le premier match, Martin Saint-Louis, il a dit « Wow, OK ». Mais je sais qu'on ne peut pas juger un joueur sur un match, mais il y a quand même des choses. On l'a vu tout de suite. Il y a des choses que tu vois. Il l'a dit publiquement, si je me souviens bien, en conférence de presse, il avait dit « Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que les gars ont vu en lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. » Il a eu l'œil assez vite. Là. Parce que des fois, il y a des gars qui sont nerveux le premier match, il y a des gars qui cherchent un peu, mais il y en a d'autres, tu le vois, tu dis « Oh, OK. » Mais moi, à cause de son âge, Ouais. du fait qu'il était avec des hommes au championnat du monde, j'ai dit « Wow, 5e tour. » Dans les Olympiques. Wow. Les Olympiques. Non, mais championnat du monde aussi, là. Ouais. Puis j'ai vite vu que C'est des c'était un grandes joueur patinoires. de périphérie. Ouais. Petit joueur de périphérie qui n'a pas un coup de patin exceptionnel, habituellement, n'ont pas d'avenir. Soumis au balotage. Fait que là, j'espère que vous n'avez pas juste respiré de soulagement qui n'a pas été réclamé. Ça reste un joueur de Ligue américaine. Considérant ses statistiques, est-ce que vous auriez lancé un dard sur lui comme le Canadien l'a fait au moment de le repêcher? Oui. Oh, oui. Fait que c'était pas une mauvaise idée, finalement. Non, mais c'est ça. Quand tu arrives d'un choix de 4e ronde, ça rentre dans la catégorie de d'or dont je te parle. Tu sais, tu dis tout d'un coup que. Ouais. Ils l'ont fait avec Joshua Roy aussi. J'en ai parlé en chronique. Ils l'ont fait avec LG Mooney. Oui. Tu sais, fait que c'est correct. Ouais. Mais là, il est temps de tourner la page. C'est ça. Bon, ensuite de ça, dans les autres joueurs pour lesquels j'ai tourné la page, Philippe Méchard, je le vois même pas s'établir dans la Ligue nationale. Un autre petit joueur de périphérie, mais repêché au premier tour. Et je pense que si Slavkovski n'avait pas été repêché par le Canadien... Écoute, ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble à ça. Son ami d'enfance. Si c'est ça, je comprends qu'on veut installer une culture dans une équipe, mais à un moment donné, on ne peut pas pousser ça trop loin. À moins de renvoyer Slavkovski à Laval puis de bâtir la culture avec 2 chums à Laval. Je fais du geste. Owen Beck, pour moi, pas un joueur d'impact. Est-ce qu'il peut atteindre la Ligue nationale un jour? Oui. Je le vois comme un gars avec un plafond de 4e trio. Alors, Owen Beck, impact, non. Juste pour préciser, là, Jake Evans n'entrerait pas dans la catégorie de joueur d'impact. Là. Exact. Je sais qu'il y en a qui diraient que oui, parce qu'il tue des punitions, puis il a son utilité. Mais à un moment donné, c'est que c'est quand même des joueurs qui sont pas si difficiles que ça à aller chercher à un moment donné sur le marché des joueurs autonomes. Même si Pag lui donnait 4 millions par année. Mais Pag, c'est un gars généreux. Ouais. Oui. Il y en a qui ont parlé au camp d'entraînement de Vincent Rohrer. Il était sympathique. Ouais, c'est sympathique, mais ça, on va oublier ça pour l'impact. Est-ce qu'il pourrait faire un 4e trio? Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il y a ce profil-là. Mais il y a 21 là, déjà, non? Il y a déjà 21. Ouais. C'est le seul joueur qui a changé de statut pendant le camp d'entraînement. Il est passé de Vincent à décalage Rohrer. OK, il commence tôt. Moi, le jeu de mots, il m'intéresse moins que la face de Snake. Parce que là, c'est... En tout cas, ouf. Atos Koivu, moi, c'est bonjour, on ferme les lumières, salut, là. On peut les tamiser, là. Oui. À part ça, il y en a qui parlent de Tyler Thorpe aussi. Ah. Bon, Tyler Thorpe, ça, c'est une autre catégorie de joueurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à un moment donné, il y a des équipes qui peuvent décider de garder un joueur super costaud, super tough, s'il y a le moindrement une capacité de jouer au hockey. Oui.
encore là, on parle pas d'impact, mais on parle des espoirs et des possibilités d'avenir. Est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait devenir un joueur de 4e trio utilisé de temps en temps, qu'on peut saupoudrer selon les adversaires? Écoute, on ne sait pas encore. Parce que la majorité de ces gars-là, tu sais, des Ryan Reeves de ce monde, ça n'a pas été déterminé à 17 ans qu'il serait comme ça. Ouais. À part peut-être Tom Wilson. Puis Reeves, au sommet, il avait peut-être un impact à sa façon. Oui, bien, il a déjà été échangé pour un choix de première ronde. Ouais. Alors, c'était pas Tom Wilson, mais c'était quand même dans un... Bon, aujourd'hui, Reeves est à San Jose. Grand bien lui fasse, mais je ne sais pas combien de minutes on va l'utiliser cette année parce que c'est rendu difficile. Ensuite, dans les... c'est pas mal tout dans les gars que j'ai barrés complètement. Ah oui? Là, j'ai deux... Oui, attends, là, je suis curieux. Regarde, j'ai deux peut-être. Ah! Puis, j'ai pas compté le repêchage de 2025. Puis, il y a des noms que j'ai pas nommés non plus. Tu sais, j'ai pas parlé de Ben Merrill, j'ai pas parlé de... Ah, ben là. Bon, écoute, il y en a un dont il faut que je parle. Ben Merrill, okay. qui connaît mais il y en a ça, un dont il faut que je parle, là, parce qu'il y en a qui sont bien emballés, là. Philippe Eriksson. Ah! OK, on va l'oublier, Philippe Eriksson. Okay, ça refroidit un peu, non? Ben oui, mais c'est sûr. Mois de septembre, 2 premiers matchs. Le gars a une coupe de bons matchs contre des adversaires qui... Tu sais, le mois de septembre, là, c'est trompeur dans le hockey junior, dans le hockey européen, dans la KHL. C'est extrêmement trompeur. On a le père de Philippe Eriksson sur la 2. Oui. Je veux te parler. Oui, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors lui, on va oublier ça, puis on ne perdra pas 25 minutes à analyser ses forces et ses faiblesses parce que c'est pas un joueur top 6, puis c'est un joueur, d'après moi, qui va avoir une carrière en Europe, et puis c'est ça, tant mieux pour lui. Non, mais j'ai hâte là, que tu me parles des deux qui sont entre les deux. Oui, bon. Moi, j'en ai deux, là. Je vais l'éliminer des joueurs d'impact. OK. Mais je le situerai entre impact puis, mettons, 6e défenseur. OK. C'est Adam Engstrom. Je sais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu le vois aller, il est excellent, il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Je vois pas de joueur d'impact chez lui, mais je vois peut-être un peu entre les deux. Et il y a un autre espoir, moi, qui me... Je vois pas... S'il en reste juste un, ouais. En tout cas, vas-y. Non, mais dans les peut-être, là, ouais. Moi, il y a un espoir, puis je vais y répondre plus longuement dans une question d'un auditeur plus tard, qui m'a posé une question. Moi, c'est Logan Sawyer. Moi, Logan Sawyer, ce gars-là à Providence, ça me fatigue de voir qu'il est dans un contexte où il ne peut pas éclore offensivement. Parce que le gars, il a un coup de patin, il est travaillant, et puis il a certaines habiletés avec la rondelle. Malheureusement, Providence, c'est une équipe qui gagne et perd ses matchs 2-1. Puis l'année passée, je l'ai vu en personne deux matchs, puis je me suis dit, ce gars-là, il y a peut-être un avenir dans la nationale. Oui. Sur un 3e trio? Oui, peut-être. Un centre, hein? Oui, peut-être. Fait que là, dis-moi pas qui, mais tu as combien de joueurs là, dans tes espoirs? Oui. Ah, ben là, c'est sûr. Là, le plaisir commence. Là. Mais dis-moi juste, t'en as combien avant pour voir? Je veux juste faire une déduction. Dans les possibles joueurs d'impact? Oui. Bon, vois-tu, il y en a un que j'ai pas mentionné, je m'excuse d'avoir oublié, que j'élimine des joueurs d'impact, mais qui pourrait avoir une carrière dans la LNH, c'est Florian Jacquet. OK. OK, mais je l'élimine de ce que tu as dit. Là. OK, joueur de 4e trio. Genre. C'est ça, exactement. Fait que là, vas-y avec ton nombre. Bon, puis là, je vais alors te dire... mon nombre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... non, on parle des gars qui n'ont pas joué encore, les espoirs. Excuse-moi, là. Excuse-moi. Pas pour inclure les Nodson là-dedans, là. Non. OK, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Fait que Joshua Roy est là-dedans. Non. Mais tu ne l'as pas nommé. Ah, ben lui, il est dans... Ben là, il faut au moins que tu le nommes. Ouais. Si tu as nommé horaire, ouais. Il faut que tu nommes Joshua Roy. Oui, t'as raison. D'ailleurs... Mais non, Joshua... Tu sais, Joshua Roy, championnat mondial junior, là, t'as Connor Bedard, premier compteur. T'as Logan Stankoven, Dylan Gunter et l'autre dont le nom m'échappe. Et t'as Joshua Roy, deuxième compteur de l'équipe. Oui, à 19 ans. Oui. Ben, quand même. Non, mais tu disais au moins... Les fameux tournois, les gars Ryan Poehling a gagné le trophée du meilleur joueur. Ben, oui, mais ça, c'est Mais non, mais c'est ça. Fâche-toi pas.
C'est ça. Tu regardes, là, j'ai mal à la gorge, là, le fâche-toi pas. championnat junior, le tournoi Linca, le tournoi des moins de 18 ans. Ben oui, Je mais veux ils plus ont le en droit parler. d'être bons. C'est du Non, championnat divertissement. mondial junior quand même, là. Pas à 19 ans. On s'en fout de la performance d'un Bon. joueur de 19 ans au tournoi junior. Ah là, c'est- Nick Suzuki n'a pas été bon. On s'en fout-tu Ouais. assez aujourd'hui? Cole Caulfield n'a pas été bon. On s'en fout-tu assez aujourd'hui? Ouais, il était pas pire, là. Mais... Bon, pas bien, bien. Bon. Fait que, tu sais... Ah oui, t'as un autre tournoi à mettre à rayer. Il Oui. restera plus rien à regarder. Non, on le regarde et on prend une bière, on OK. mange des chips. Il y a puis Mathias, on et, se- il y a Mathias et le serpent, le reste, écoutez pas. C'est ça que tu es en train de dire, finalement. Ben là, on va C'est pas correct, rendu là. parfait. Il y a de la place pour d'autres, là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces tournois-là, c'est du pur divertissement. Ce n'est pas OK. un outil d'évaluation. C'est ça que je dis. Je ne dis OK. pas de ne pas le regarder, je le regarde, moi, puis j'aime ça. Joshua Roy, c'est terminé, donc. Oui, ça aussi, c'était Pour la terminé. Ligue nationale. C'est ça. Alors là, dans les 5, ben évidemment, on ne passera pas 10 minutes sur Demidov, là. Ah, ben c'est vrai, il n'a pas joué encore. Ben non. Regarde. C'est bon. Ouais. Demidov, c'est Demidov. Demidov, c'est Demidov. Évidemment, Randbacker, que je constate encore comme OK. un possible top 4. OK, là, je sais, il est blessé, il était malchanceux. Là, à un moment donné, il va falloir voir est-ce que c'est un gars dont les blessures vont le suivre toute sa vie ou est-ce que c'est simplement de la malchance, puis à un moment donné, il ne sera plus blessé. Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a qui ne le sont jamais. Nick Suzuki n'est jamais blessé. Nick Suzuki, d'ailleurs, là, je sais que c'est une prédiction farfelue à faire, parce que n'importe quoi peut arriver, il peut recevoir une rondelle dans le visage, il peut avoir la grippe, mais je dis que c'est un gars qui pourrait éventuellement battre le record de Phil Kessel du nombre de matchs consécutifs. Bon. Il n'a jamais manqué un match dans sa vie, Nick Suzuki. Pour un troisième centre, c'est quand même bien. Exactement. Bon, tu vois, là, je ne mords plus dans tes pièges à sous. là. Ah, sors un jeu de mots, là, il faut qu'il morde. Ah oui, ça marche Bon, encore. on a Demidov Ouais. qui, C'est un qui gimme, ça. est le plus bel Qui se espoir passe de offensif commentaires. depuis Guy Lafleur. Ben oui. En espérant qu'on lui donne des partenaires de trio qui ont de l'allure. Oui, ça va venir. On a Reinbacker, il en reste 3. Oui, Jacob Fowler, Ouais. qui, d'après moi, pourrait être un gardien numéro 1 à Montréal, qui pourrait jouer un 50 matchs par année, un peu Ouais. comme Montembeault fait en ce moment. Je pense que là, la question est de savoir est-ce qu'on va vouloir le jumeler à un vétéran qui pourrait être Montembeault encore ou qui pourrait être Ouais. ailleurs, ou on se fait un duo jeune à Fowler-Dobèche. Parce que Dobèche, je le vois plus comme un 2. Ouais. Dobèche, il n'est pas dans la catégorie. Non, il n'est pas parce dans la qu'il a catégorie. joué, là. Il a joué. Dobèche, moi, je le vois comme un 2. Alors, Fowler, éventuellement, pourrait être un 1, mais je veux qu'on prenne notre temps à Laval. Parfait. OK? Moi, je le verrai encore 2 saisons à Laval, peut-être avec des matchs par-ci par-là dans la LNH, mais règle générale, 2 saisons encore à Laval, ça serait parfait. Il va avoir une bonne équipe devant lui. Il pourrait se rendre loin en série pendant ces années-là. Moi, je trouve que c'est un gardien d'avenir très intéressant. OK. Bon. Michael Hage. Michael Hage, la question va être de savoir est-ce que c'est un légitime top 6 ou c'est un excellent, ce qu'on appelle middle six. Autrement dit, un gars qui peut jouer, qui n'aura peut-être pas autant de minutes qu'un joueur de deuxième trio, mais plus de minutes qu'un joueur de troisième. Un allié, hein, non? Oh. Même s'il joue au centre, tu penses pas qu'il... Ben, c'est ça. Tout va dépendre de qui va être avec lui, de qui le Canadien va avoir. C'est une possibilité de centre. Est-ce qu'on aime mieux l'avoir comme troisième centre ou comme ailier de deuxième trio? Mais là, les alliés... Toi, tu l'aimes-tu mieux au centre? Moi, je donnerais toutes les chances de jouer au centre. OK. On rappelle que Ouais. première année dans NCAA, il a produit au rythme de Cole Caulfield. J'arrête là, mais je vais juste dire en termes de stats, En jouant au centre. il ne jouait pas dans une grande équipe, Non. puis il y a plus qu'un point par match. Mais là, on va en parler tout à l'heure. Ouais. L'Université du Michigan, dans le segment numéro 2, je vais faire un preview, là, comme on dit, Ouais. là, un aperçu de ce qui va se passer dans la NCAA cette année. Et on va parler justement de Michigan avec Michael Hage. Fait que lui, je te dirais, fin de l'année, il faut qu'il signe. Il faut qu'il s'en vienne ici. L'année prochaine, il va avoir 20 ans, qui est l'âge, finalement, que les joueurs juniors ont lorsqu'ils terminent leur Ouais. stage. La question est de savoir est-ce qu'on le commence là-bas, est-ce qu'on le commence ici. On va peut-être lui donner 1 ou 2 ou 3 matchs à la fin de l'année, comme Ouais. on a fait avec Lane Hudson et puis Demidov. Et Sean Farrell. Et Sean Farrell, oui, oui. Je pense que lui,
c'est le genre de joueur, puis tu sais, un an d'avance, c'est difficile de prévoir les alignements, mais lui, c'est le genre de joueur, d'après moi, tu pourrais l'envoyer à Laval l'année prochaine, mais dès que tu vois, là, exemple, là, il y a 14 points en 10 matchs, rendus au mois de novembre. Tu le rappelles, puis c'est pour de bon. Peux-tu rappeler aux gens quel genre de joueur c'est comme... Quel genre de centre? Oui. Michael H., c'est un gars qui est, je te dirais, relativement, je dirais pas explosif, mais qui a quand même un bon coup de patin et qui a des excellentes mains. Donc, c'est un gars qui est capable d'arriver, je ne sais pas moi, devant les défenseurs, et puis il peut carrément passer entre les deux, ou il peut les sortir de leur culotte. Alors, encore là, on ne parle pas d'un joueur élite, mais on parle d'un très bon joueur. C'est un gars qui a été repêché 21e. Moi, je pense qu'il peut surperformer son rang de sélection, puis peut-être devenir le 13e ou le 14e meilleur joueur de ce repêchage-là. Puis à ce moment-là, la question est de savoir, comme je t'ai dit, ça va être quoi sa chaise avec le Canadien? C'est sûr que ça va être une chaise offensive, mais est-ce que ça va être ailier, ça va-tu être centre, ça va-tu être deuxième, troisième trio, ou un peu un mélange de tout ça? Mais je le vois comme un joueur parmi les 10 joueurs d'impact dont on a, les 10-12 joueurs d'impact dont on a souvent parlé. OK. Bon. Le dernier dont je veux parler, c'est Alexandre Zarowski. Écoute, lui, tu l'aimes, puis en plus, tu as bien fait paraître, parce que tu là, l'avais 17 sur ta liste au repêchage. Puis Canadien a choisi 32. Canadien. Tu l'avais 17 sur ta liste. À ce moment-là, je l'appelais une de mes cartes cachées du repêchage, parce que je sais que je regardais le classement, il y en a qui l'avaient 75e. Oui. Alors, il y en a-tu qui l'avaient 75e? Oui. Ils disent pas aujourd'hui. 70, hein? 75. C'est ça qu'ils disent aujourd'hui. Bon, peut-être qu'ils se trouvent des excuses, là. Mais moi, je m'en trouve pas. Bon. Si je me plante, je me plante. Ça, c'est sûr. Alors, vois-tu, Zarowski, j'ai regardé son premier match. Bon, on a vu sur les réseaux sociaux son but, très beau but. Mais, tu sais, c'est le fun, les réseaux sociaux, pour présenter des buts, mais on le dit souvent. Tu peux pas te baser sur un fait saillant de X ou de Facebook pour dire qu'un gars a connu un bon match. C'est sûr. Parce que des fois, le gars, il n'a pas connu un bon match. Puis surtout que là, les gens vont dire « Hey, il y a une passe en plus, c'est un bon match. » Oui, il y a eu un but, une passe. Mais ça a été un bon match. OK? Parce que lui, on rappelle qu'il a manqué les 7 premiers matchs, il était blessé. Oui. Alors là, il a fait son entrée. Et je l'ai regardé. Avec toujours comme d'habitude, les présences sur la glace sont isolées. Alors, j'ai focusé sur lui. Il a joué à l'aile gauche. À l'aile gauche? Excuse. Moi, je suis toujours mélangé avec ma gauche puis ma droite. Souvent, je le voyais à droite. Ta droite est à toi. Oui, c'est ça. Je le voyais à droite, là, sur la glace. C'est ça. Je te dis, je suis vraiment mauvais avec ça, gauche-droite. Oui, je suis en auto, puis des fois, tu vas me dire tourne à gauche, puis je vais tourner à droite. Ça peut être dangereux. Oh boy, OK. Puis en plus, on va manger ensemble après. Oui. Puis le pire, c'est, tu sais quoi, Mathias, c'est qu'en calcul mental, là, je suis vraiment dur à battre. Puis gauche-droite, j'ai de la misère encore. Fait que notre cerveau, c'est un élément bizarre. Le tien est bizarre, mais je l'aime de même. Ah, il est bizarre, mon cerveau. Il est bizarre. Il est plein de contradictions. Puis ça, c'est sûr. Bon. Allons avec Zarowski. Alors, c'est ça, Zarowski. Moi, je l'ai bien regardé. Bon, le but, on l'a vu. Une passe, ça a été un très beau jeu à 2 contre 1, où il a tiré le défenseur, il a fait une passe et son coéquipier a lancé dans un filet ouvert. Moi, ce que j'aime de ce gars-là, c'est ce que j'avais aimé l'année passée. Il était parmi les meilleures mains. Il avait parmi les meilleures mains du repêchage. Probablement parmi le top 3 en fait de main. Qu'est-ce qui fait qu'il a été choisi plus loin? Bien, premièrement, c'est pas un gars qui a un coup de patin époustouflant, dans le sens que c'est pas une fusée, mais c'est pas grave. Il traîne pas sur un piano. Demidov, es-tu comme ça aussi, coup de patin? Ou il est plus vite? Je te dirais que Demidov peut-être un peu plus vite, mais c'est que Demidov, il patine de façon un petit peu bizarre. Élargi, hein? Oui, mais comme je t'ai dit, Zarowski, ça sera pas sa force, mais ça ne sera pas une faiblesse. C'est pas quelque chose que tu vas dire, ouh, tu sais, on n'est pas dans le territoire de John Tavares, Mark Stone et Patrick Laine, qui était est super ralenti. Il va du point A au point B, puis ça marche. OK. Bon, une autre chose que j'aime beaucoup, et puis ça, c'est une des caractéristiques que je regarde chez un joueur. Tu sais, on parle beaucoup du sens du jeu. On parle du patin. Moi, j'aime ça quand un gars bouge constamment sur la glace. Tu sais, il y en a qui appellent ça quoi? Bouger les pieds. Il bouge constamment. Alors, c'est un gars qui est toujours en mouvement, puis pas comme Neil Yakupov qui faisait des 8. Là. Là, je te parle d'un gars qui essaie toujours de suivre où la rondelle va s'en aller. Puis moi, j'aime ça. Il essaie d'anticiper le jeu, et c'est ça qui l'a aidé, justement, à faire son but et à faire sa passe. Et sais-tu quoi? Le sens de l'anticipation. C'est-tu la qualité
la plus sous-estimée qu'on regarde jamais. Je pense que et oui. c'est tellement important d'anticiper. Mais pour anticiper, il faut que tu bouges. Oui. Parce que si tu es stationné sur la glace, là, tu réagis, oui. Ouais. Mais il faut que tu donnes tes 2-3 Ouais. premiers coups de patin. Tandis que si tu es toujours en train de bouger dans une direction peut-être où tu penses que ça va s'en aller, là, après ça, tu peux accélérer. Comme ton sens de l'anticipation à toi n'est pas très bon. T'anticipes jamais les jeux de mots de passe. C'est peut-être mieux de même parce que ça me ferait faire des cauchemars si je les anticipais la veille au soir. Mais à sa défense, je fais des 8 comme Yakupov là, dans mon coin. Oui. Défensivement. Ben, garde avant. Une autre chose aussi, Ouais. grâce à ça, être toujours bien placé pour prendre un lancer. OK. Ça, c'est très important. Bon lancer, Alors, c'est un évidemment, gars qui s'il y va a des pouvoir mains, être ouais. autant un marqueur qu'un passeur. Il n'est pas indifférent dans sa zone. Puis ça, tu vas me dire, oui, pas indifférent. Ben non, mais pas indifférent. Il bouge, il essaie d'aller... OK. Il fait de l'échec avant. Il essaie d'aller dans le coin pour chercher la rondelle. Autrement dit, il fait son possible pour contribuer. OK. Alors, le vouloir est là. Les résultats sont là. C'est pas sa job, mais au moins... Ben, c'est-à-dire, c'est pas sa job. C'est la job de tout attaquant. Mais je veux dire, lui, il en fait... Il est conscient que c'est important. Je vais te poser une question piège. Oui. Peux-tu me le situer par rapport à Demidov et Mishkov? OK. Juste pour finir... Excuse-moi. Oui, non, c'est correct. C'est juste une chose. C'est un gars qui doit cependant prendre du coffre. C'est normal, il a 18 ans. Je pense qu'il a besoin de prendre un petit peu de muscle. Des fois, il est un petit peu facile à tasser. Mais à 6 pieds 1, j'ai pas de problème. Il va prendre 15-20 livres. Il va péter peut-être 180-185 un jour dans la LNH. Alors, c'est pas un problème. Tu veux que je le situe entre Demidov et... Avec Demidov et Mishkov, là, à peu près, là. Ouf! C'est un joueur qui est différent. Tu sais, Demidov, Michkov, c'est des gars, à un moment donné, qui peuvent te faire des jeux avec la rondelle que tu vas mettre dans les faits saillants de fin d'année. OK. Mais Michkov, oui, il est plus offensif que Zadorov, mais il y a Que bien... Zarkovski. Oui. Zadorov, c'est celui de 6 pieds 8, 260 livres. Zarovski, il est plus offensif que Zarovski. Mais je pense que Zarovski est plus complet. Puis là, il s'agit de savoir à quel point Mishkov, son avantage à l'attaque par rapport à Zarovski, est supérieur à l'écart qu'il peut avoir défensivement. Bon. Mais c'est sûr que Mishkov est un joueur quand même... c'est quasiment un joueur élite. Je suis pas en train de te dire que Zarovski est un joueur élite. Pouvez-vous Fait nous que tu rappeler- prends Mishkov avant Zarovski, là, en ce moment. Je sais que t'es haï, mais... Je suis pas sûr. Ah oui? Je suis pas sûr. Oh, C'est très bon. intéressant. Je suis pas sûr. Ah oui? Ouais. Fait qu'il est bon comme ça, Je là. sais qu'il y en a qui vont capoter, mais je l'aime, Michkov. Là. Ouais, mais- Tu sais, ça fait 2 ans que je dis Canadien réduit. T'adores Mishkov. Ah oui, Ouais, hein, ouais. c'est à ce point-là, Zarovski, là. Oui, OK. ouais. Mais oublie pas, là, ils ont 2 ans de différence. En plus. Fait qu'il faut voir comment ça va aller. Est-ce que Zarovski va faire plus de points que Michkov? Je ne sais pas. Parce qu'oublie pas qu'à Montréal, là, il y a quand même du monde en avant de lui. Michkov, c'est le top gun à Philadelphie. Ouais. Fait que Michkov pourrait faire des 80-90 points, puis on ne serait pas surpris. Puis Zarovski pourrait en faire 65. Mais ça ne veut pas dire que quand je regarde les regarde jouer, que j'aime pas Zarovski, puis que j'hésite pas entre les deux. OK. Ah ben c'est bon. Puis par rapport à Demidov, non, parce que Demidov, c'est une classe à part. C'est ça. Mais un trio Zarovski, Demidov, Bolduc, exemple. Ah. Puis là, Zarovski, le problème, c'est que là, il joue à l'aile, mais c'est quand même un gars qui peut jouer au centre. OK. Mais à un moment donné, les affaires de gars qui ne jouent pas au centre Ben, les pendant trois quelques pourraient années... jouer au centre, là. Ouais, tout en n'étant pas des joueurs de centre. Ouais. Fait est-ce qu'il y en a un qui pourrait sortir du lot comme joueur de centre Ouais. éventuellement, ou est-ce que la solution, elle est ailleurs? Puis là, Demidov et Zarovski pourraient être les alliés de ce joueur de centre-là, ou est-ce qu'à un moment donné, on fait un petit millimilo avec Suzuki, Caulfield, Slavkovski? Tu sais, il y a bien des choses qui vont changer d'ici 2-3 ans, d'après moi, à Montréal. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, c'est pas coulé dans le béton pour les 8 prochaines années. C'est sûr. Puis Zarovski est disponible à venir à Montréal à peu près quand, vous pensez? Bien, il se comptera jusqu'en 2027, donc on parle de 2 saisons, les saisons de 18 et 19 ans. Je ne sais pas si on va faire la même chose qu'avec Michkov, puis on va casser le contrat avant, mais ça m'étonnerait. Moi, je le vois encore 2 ans dans la KHL, s'il peut jouer beaucoup, puis arriver à 20 ans, puis peut-être faire le saut directement dans la LNH en 2027. Fait que là, d'ici 3 ans, tu peux avoir Zarovski, Demidov, Caulfield, Slavkovski à l'aile, là. Ça commence à être du stock, là. Oui.
Ouais, Mais ouais, ça. ouais, ouais. Hey, parlant de Slavkovski, les gars, et nos amis chez Mise au jeu nous proposent 2 paris pour la saison, pour sa saison à Juraj Slavkovski, que je trouvais très intéressant à vous proposer. Alors, on se demande si Slav va faire plus ou moins que 56,5 points. La cote est de 1,85 pour le nombre total de points. Le pari est disponible jusqu'au 17 avril 2026. Et sinon, pour son nombre de buts, plus ou moins 20,5. Encore une fois, une cote à 1,85. L'année passée, Slavkovski a eu 20 buts, 30 passes. Ouais. Il a joué sur le premier trio, il a joué sur tous les avantages numériques, avec Suzuki qui a connu, et Caulfield qui ont connu une grosse saison. Pour certains comme moi, c'est une saison charnière pour Slavkovski, selon moi. Déjà? Oui, il a juste 21 ans, Mathias, mais ça demeure sa 4e saison. Ah, c'est vrai que c'est déjà sa 4e. C'est que sa 4e. Et la 4e saison, habituellement, pour un joueur qui a commencé tôt dans la Ligue nationale, à 18 ou 19 ans, la 4e saison, habituellement, c'est là que tu es supposé prendre ton envol. Ça va bien aller. Bon, alors, pour ça, je pense que je ne sais pas si Slavkovski va devenir un grand producteur de points. Je ne sais pas s'il va avoir une saison absolument miraculeuse, mais le 21 buts, d'après moi, est relativement atteignable, sans blessure. Et le 57 points, d'après moi, est relativement atteignable s'il n'y a pas de blessure. La question est de savoir est-ce qu'il va faire beaucoup plus que 57-60 ou est-ce que ça va être ça. Moi, je pense que je suis plus proche du 60 que du 75. Bon. Moi, je dirais je connais rien aux cotes, là. Parce qu'il va jouer sportivement, oui. Moi, je dis 25 buts, 65 points. 25-40, toi. Parce que, oublie pas, Demidov va être sur le jeu de puissance probablement avec lui. Ça va aider. Alors, OK, tu vois 25-40. Ouais, je suis à peu près à, je sais pas moi, 23-37, 23-38. Juste par esprit de contradiction. Non, je t'avais dit à peu près 60-65. OK, bon. ben écoute, c'est réaliste. Donc, tu ne vois pas nécessairement un gars de 75-80 cette année. Bon. Je vais aller me prendre une autre shot de gingembre. On est rendu au deuxième bloc et comme on est à Simon en liberté, le serpent en liberté, t'es pas en liberté pantoute parce qu'on a oublié de parler de Kapanen. T'as raison. T'es prisonnier de ton Kapanen. T'as raison, Mathias, mais on n'en parlera pas longtemps de Kapanen parce qu'évidemment que pour moi, ça ne sera pas un joueur d'impact. Et je me demande encore comment ça se fait qu'il y en a qui voient un potentiel offensif dans ce gars-là. Je ne sais pas. Je le vois pas, moi. Je ne vois pas ce joueur-là produire. Et à ce moment-là, c'est difficile de savoir quelle pourrait être sa chaise à Montréal. Est-ce qu'il va commencer l'année à Montréal? C'est possible. Le mardi, il risque de jouer au centre de Demidov et Newhook. C'est du pré-saison. Il faut qu'ils mettent quelqu'un. Ouais, j'imagine qu'ils vont le tester là. Ben oui, mais tester. À un moment donné. À un moment donné, on le sait. On l'a vu, là. On l'a vu. Kapanov, c'est pas un joueur offensif. Kapanen en passant. Kapanov. Je suis mélangé, là. Merci, Pac, de nous Zadorov, Kapanov. Écoute, merci de nous avoir rappelé qu'on avait oublié de parler de Kapanen. Ouais. Simon, en liberté. Oui. Tu es tellement libre oui. que tu te permets de faire des balados en anglais. Je ne savais pas que tu parlais bilingue. Ben, tu savais, Mathias, que je parle anglais. Bilingue. Ah, oui. C'est une blague. Ben oui, je le sais. Vous êtes vraiment pas bons, vous deux. Non, je l'ai écouté dans l'auto. Trust the Process. De SIG Podcast, sous la bannière SIG Podcast. Fait que, et peut-être dire rapidement aux gens qu'est-ce qu'ils vont retrouver là. Ben, ce qu'ils vont retrouver là, ils vont retrouver des analyses d'espoir. En général, le lundi, on va parler pas mal du Rocket de Laval, récapituler la fin de semaine du Rocket de Laval. Et puis, le jeudi, et puis je sais que Shane, le co-animateur, aime bien parler des poules de hockey. Alors, il donne des conseils aux poolers. Et puis moi, je mets un peu mon grain de sel là-dedans. Et le jeudi, on fait le tour. On parle beaucoup du repêchage 2026. On parle des espoirs déjà repêchés, des constructions d'équipe. Alors, je te dirais que c'est comme un complément de ce qu'on fait, Mathias. Toi et Mathias, c'est sûr que dans le diagramme de Venn, au milieu, il y a peut-être des choses qui s'entrecroisent, mais il y a quand même des choses aussi qui sont différentes. Alors, ceux qui veulent écouter les deux, qui ont le temps. En anglais. En anglais aussi. Il m'a impressionné, Shane, il connaît ça. Oui. Mais là, Shane, brasse-le un peu, là. Le serpent, il a besoin de se faire brasser, puis ça manque un peu de jeu de mots. Mais bon, il n'y a rien de plus, ça aussi. mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus soft avec moi que toi, tu peux l'être avec moi, mais peut-être aussi que Shane étant une personne très intelligente, peut-être que justement, il est d'accord avec moi. Écoute, ça te donne un break. Ça me donne un break, Moi-même, quand je suis d'accord, je te brasse. Oui, c'est ça. Bon, donc comme moi, je brasse Pag, même si je l'aime beaucoup. Il te laisse ben oui.
Il te laisse-tu en liberté, Shane, ou c'est juste nous? Tu es tout le temps en liberté avec lui. Non, mais on discute des sujets, on trouve les sujets ensemble, puis on échange, et puis c'est ça. Bon. Tu veux me parler du dernier roman de Danny Laferrière? Non, pas à ce point-là. Je voulais parler de deux, trois petites choses avant de parler de la saison de la NCAA qui s'en vient, qui s'avère probablement une des saisons NCAA les plus intéressantes de l'histoire, Ben oui. avec l'ajout de joueurs juniors qui sont maintenant rendus là. Premièrement, je voulais dire, dans le repêchage 2026, je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de joueurs suédois qui sont très intéressants. L'année de la Suède. Oui, autant comme l'année passée, c'était une mauvaise année. Cette année, on pourrait avoir peut-être un 4, 5, 6 joueurs repêchés en première ronde. Je te dirais qu'il y en a beaucoup, mais ces joueurs-là sont toujours difficiles à évaluer. D'ailleurs, Ouais. 2022, c'était l'année de la Suède, puis c'est long. C'est long. Et pourquoi c'est difficile à évaluer? Parce qu'on a des joueurs qui vont jouer soit junior en Suède, soit qui vont jouer en deuxième division, et quelques-uns qui vont jouer dans la SHL. Mais le problème, ceux qui jouent dans la SHL jouent très peu. Ensuite, si on les retourne en deuxième division, il y en a qui vont cartonner, un peu comme Anton Frondel l'année passée. Et puis, il y en a qui jouent junior, qui dominent, mais tu sais pas, tu sais, la Ligue junior de Suède, c'est pas la Ligue canadienne de hockey, du côté junior. Alors, encore là, ça, tu sais, on va en parler durant l'année, puis on va faire des comparaisons, puis on va essayer de revenir sur les vedettes suédoises en ce moment dans la Ligue nationale, en se basant peut-être un peu sur leur équipe olympique qui s'en vient. Puis on va dire, bien, comment on les trouvait à ce moment-là, puis on va parler aussi de flops, il faut appeler ça comme ça, qui n'ont pas fonctionné et qu'on voyait très, très haut. Alors ça, je dirais que la Suède, ça va être un petit cas là, que je vais étudier cette année, vu qu'il y a beaucoup de joueurs et peut-être des joueurs qui pourraient être disponibles à peu près au rang du Canadien. OK. Bon. Alors, parce que je pense pas qu'il y ait des top 5, des top 10, mais... Au rang du Canadien, je serais surpris qu'ils... Qui n'échangent pas leur choix. Ouais. Ouais. Bon. Une autre chose aussi, c'est la saison du ballottage. Oui. Et il y a des fans qui sont très inquiets que des joueurs soient perdus au ballottage. Oh. Il y a des dirigeants aussi. On l'a vu l'année passée avec le Canadien qui a gardé Caden Primo de peur qu'on le perde au ballottage. Ouais. Puis moi, je disais, laissez-les aller, on s'en fout. Mais dans le fond, finalement, peut-être que le Canadien a eu raison parce qu'ils ont quand même eu un choix de 7e ronde pour lui. Bah. C'est pas grand-chose, si on le dire. Mais en tout cas, je suis mi-sérieux, mi-blagueur. Ouais. Là. C'est pour dire que, regarde, si tu mets ton gosse au ballottage, c'est probablement parce que tu l'aimes pas tant que ça, puis il n'est pas si bon que ça. Puis oublie jamais une chose, les gars qui s'en vont au ballottage, c'est des gars qui ont déjà fini leur premier contrat. Donc, si un gars, surtout un attaquant, n'est pas capable de s'établir après 3 ans dans la Ligue américaine, ben, il ne faut pas être surpris de voir que jour après jour, les informateurs nous disent à 14 heures tous les jours, personne n'a été réclamé, personne n'a été réclamé. Là, cependant, la semaine prochaine, ça va se corser un peu. Il y a des joueurs peut-être un petit peu peut-être qui peuvent intéresser certaines équipes, des joueurs de 4e trio. La semaine prochaine, on analysera ça parce que à ce moment-là, je crois qu'à cette heure-ci, la semaine prochaine, les alignements auront été complétés. C'est pour ça que Pierre Dorion, l'ancien DG d'Ottawa, nous avait dit en entrevue l'an dernier que les joueurs qui aimaient bien, souvent, ils les mettaient au ballottage tôt dans le camp d'entraînement, avant que les équipes puissent préparer, ne sont pas prêtes encore avec leur formation, puis les passer en dessous du tapis. Oui, puis on a l'impression qu'un joueur soumis au ballottage, mettons le 20 septembre, qui est vraiment pas bon. Exact. Ce qui n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessairement moins mauvais que le gars qui est soumis au ballottage le 6 octobre, comme Pierre l'avait expliqué. Mais c'est ça, si c'est le dernier retranché, l'autre équipe va dire « Oh, il était proche ». C'est leur 24e joueur, mettons. Alors, on va parler du ballottage la semaine prochaine, évidemment, de ce côté-là. Et, bon, j'en viens à la... NCAA. L'aperçu de la NCAA. Bon. Pas d'équipe à SMU, malheureusement. Pas d'équipe à SMU. Ça s'en vient peut-être, Mathias. À un moment donné, le hockey va prendre à gagner en popularité. Des équipes que je vais surveiller cette année. Évidemment, Michigan. Michael Hage va être beaucoup mieux entouré. D'ailleurs, je vais aller voir 2 matchs de Michigan à un moment donné avant les fêtes. Michigan, il y a On avait parlé ça la semaine dernière, non? Oui.
Michigan ont un joueur. Il n'y a pas beaucoup de joueurs admissibles au repêchage 2026 dans l'NCAA. Pourquoi? Parce que la majorité des joueurs commencent l'université à 18-19 ans. Ouais. Mais il y en a qui réussissent à compléter leur école secondaire avant et qui sont, comme Macklin Silverini l'était, admissibles au repêchage après une saison. Adam Fendili, Ouais. il y a des late. Macklin Silverini n'en était pas un, mais lui, c'était vraiment une exception et à l'école et sur la glace. Je te dis, Macklin Celebrini, tu sors l'intelligence artificielle, tu lui dis, fais-moi un joueur de hockey parfait. Il va te sortir Macklin Hey, Celebrini. on t'a tapé sa tête quand tu disais qu'il était meilleur que Bédard au début de l'année passée. Oui, puis là, c'est drôle, mais on ouais, commence à... Ouais. C'est sûr. Puis on n'enlève rien à Bédard, là, qui Non. est très mal entouré à Chicago. Alors, vois-tu, il y a Michigan, on va surveiller ça. Ils ont un des 4 joueurs dont je vais parler, qui sont admissibles au repêchage, Adam Valentini. Adam Valentini, c'est un gars qui n'était pas perçu comme un futur choix de première. On parlait plus d'un choix de 2. Il s'est engagé à jouer avec les Rangers de Kitchener de la Ligue de l'Ontario, ce qui aurait été très bon pour lui. Et là, monsieur change d'idée, il décide de s'en aller à Michigan à 17 ans. Le problème avec ça, j'ai rien contre le fait qu'il a joué dans NCAA. J'en ai contre le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de glace. Michigan a une meilleure équipe. Ouais. Et là, le gars va peut-être jouer sur une 3, une 4. Et comment tu peux le juger alors qu'à Kitchener, il aurait été sur un top 6, il aurait peut-être pu aller chercher un 70 points et il aurait peut-être amélioré il aurait pris du galon dans le repêchage. Alors ça, c'est à surveiller. Un autre que j'aimais bien, que je suis depuis l'âge de 15 ans, c'était Ilya Morozov, qui a joué dans la USHL l'an dernier à 16. Il a décidé de ne pas s'en venir dans la Ligue canadienne de hockey junior cette année. Il s'en va à Miami of Ohio. Qui est une université de hockey correcte. Ouais. Et lui aussi va jouer sa saison à 17 ans. Morozov, il m'a laissé un petit peu sur mon appétit l'année passée. Alors, c'est un gars, à Zdati, que l'année passée, je voyais peut-être dans le top 10, top 15. Et là, en ce moment, je vois plus un choix de 2e ou de 3e. Okay. Mais on va voir, il va peut-être me surprendre. Je l'espère parce que je l'aimais bien. Les 2 autres gars, ben, j'ai gardé les meilleurs pour le dessert. Ah. Probablement les choix 1 et 2 de la LNH. Hein? Gavin McKenna, qui lui est un late, qui s'en va jouer. Je pensais que tu parlais de Michigan, là. Non, mais Michigan, je t'ai juste dit qu'il y avait Hage, l'équipe est intéressante. Excusez-moi, je parle comme Robert Kennedy, là, mais je pense qu'on ne parlera pas d'autisme. Fait que Gavin McKenna qui s'en va à Penn State, au lieu de jouer une 4e saison junior. Regarde, je le comprends. On lui donne supposément 700 000 US pour se rendre. Ouais. Et ce qui va arriver à Penn State, qui est un bon programme de hockey, mais qui était peut-être moins pas prestigieux un grand que les programme, autres. oui. Là, probablement que même s'il va être là juste 1 an, on le sait, ça ouvre la porte au recrutement. Alors, Penn State, eux autres, ils ont maintenant leur carte de visite auprès des joueurs en disant « Gavin McKenna est venu jouer chez nous », un peu comme Vincent Lecavalier était allé à Rimouski. Ouais. Ça a aidé avec Sidney Crosby. Est-ce que Penn State joue sur la côte Est? Disons que les gens veulent aller le voir là, au Vermont. Ou malheureusement, non. Non. Et des fois, les joueurs, les équipes du Midwest ou de l'Ouest s'en viennent jouer dans l'Est de temps en temps. Je vais en parler tout à l'heure avec North Dakota. Cette année, malheureusement, à Penn State, il faut se déplacer pas mal pour aller les voir. OK. Keaton Verhoff, possible choix numéro 2. Ça, c'est un défenseur qui jouait dans la Ligue junior de l'Ouest l'année passée, qui est excellent à 16 ans et qui, lui, a 17 ans et commence sa saison à l'Université North Dakota. North Dakota, qui est un super programme de hockey. Et North Dakota vient jouer dans l'Est cette année. Ils vont être à l'Université Clarkson les 24 et 25 octobre, à Potsdam, New York. Ça, c'est à 2 heures de Montréal. Alors, je serai là pour les 2 matchs. Et éventuellement, je vous donnerai mes numéros de section si vous voulez venir. Ça va être un joueur à surveiller, ça, cette année, cet hiver. Keaton Verhoff, effectivement. Est-ce que c'est un gars qui est de la trempe de Matthew Schaefer? Je ne pense pas. Mais il y a quand même, il n'y a peut-être pas le côté offensif, explosif de Schaefer, mais c'est quand même un gars qui pourrait devenir, je te dirais, éventuellement peut-être un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale si il se développe selon ce qu'on voit en ce moment. Un gars qui pourrait aider Pittsburgh, Nashville, Chicago, San Jose. San Jose aurait besoin d'un gars comme ça pour compléter Sam Dickinson. Serait heureux. Droitier ou gaucher? Toi qui as de la misère avec tes côtés.
Il est droitier, Verhoff, et, voilà. et défenseurs droitiers sont très recherchés. Faut préparer la relève à Carson et le temps à Pittsburgh. 6 pieds 4, 212 en ce moment, à 17 ans. Mais, Bon, juste pour terminer sur la NCAA, il y a l'Université de North Dakota, intéressant aussi, là, il n'y a pas juste Verhoff. William Zellers, gros espoir des Bruins de Boston, et Cole Reshney, choix de première ronde de Calgary qui va jouer là. À l'université Boston University, on a Cole Hudson qui joue une autre saison, probablement sa dernière. Sacha Boisvert, québécois de Trois-Rivières, qui a transféré là et qui était à North Dakota. Minnesota, L.J. Mooney, choix de quatrième ronde du Canadien qui a ouvert les yeux, malgré ses 5 pieds 7, par son maniement de la rondelle assez incroyable. Et finalement, l'Université Providence qui accueille Roger McQueen, choix numéro 10 de Anaheim. On espère que ça va ouvrir le jeu parce qu'il y a Logan Sawyer qui joue là et peut-être qu'il va prendre du galon cette année. Fait que alors, on a 2 du Canadien à suivre, là, principalement. Justin Poirier, en passant, pour ceux qui se posent la question, va jouer à l'Université du Maine. Donc, ça fait un petit tour d'horizon. On va en parler pas mal durant la saison de la NCAA parce que ça va être vraiment intéressant à suivre tous ces joueurs-là. Puis de temps en temps, on va faire des profils. Super, merci. Bon, ben, on est déjà rendu au 3e bloc. Oui, 3e bloc, on s'apprête à commencer le tour d'horizon des 32 équipes de la Ligue. Une à une par semaine, en commençant par les Panthers de la Floride. Ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand la saison va être commencée. Mais pour le moment, j'aime ça parler de trucs là, généraux. Et on a une auditrice, Marie-Noël Godet. On en veut des auditrices, il n'y en a pas assez. Qui m'a inspiré un sujet. OK. Et puis, d'après sa question. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien lire les commentaires, justement pour ça, parce que des fois, ça donne des idées. OK. Et on voit ce que les gens veulent savoir. Elle est hors compétition, là. Elle est rentrée dans le 3e bloc au lieu d'être dans les questions, là. Voilà. Bravo, Marie-Noël. Oui, parce que ça demandait un peu de développement. Finalement, je fais un résumé de la question du point de vue de Marie-Noël. Elle voulait se connaître les espoirs déjà repêchés, surestimés et sous-estimés à travers la Ligue. OK. Et peut-être dans le but de savoir qui le Canadien pourrait cibler des fois, parce qu'une équipe peut se dire, on ne l'a pas tellement en haute estime, mais on pourrait aller le chercher. Ouais. Alors moi, ce que j'ai fait pour définir qu'est-ce qui est sous-estimé puis surestimé, ça, c'est pas facile. Alors je me suis dit, je vais prendre des listes comme il y a des top 100 espoirs dans la Ligue que les Pronman, Wheeler et TSN, Hockey News font, et pour voir un petit peu comment ils sont perçus parmi les analystes de repêchage. Et souvent, on voit des gars que tu dis, mon Dieu, ils reçoivent des commentaires dithyrambiques, puis tu dis, ouais, OK. Puis il y en a d'autres qu'on se dit, comment ça se fait qu'ils l'ont classé 83e? Bon. D'ailleurs, Ben Danford, ton grand défenseur défensif, ça a l'air que là, les vétérans des Maple Leafs, ils l'aiment beaucoup. T'es pas sérieux? Oui. Ils l'ont vanté à tour de bras. Bon. Mais bon. Grand bien leur face. Et ça prouve peut-être où s'en vont les Maple Leafs dans les prochaines années. Alors, dans les joueurs surestimés, moi, c'est Ryan Leonard. Qui est surestimé. Surestimé. Je pense que oui. Là, il joue sur une 2e ligne. Ouais. Non, mais attends, la saison n'a pas commencé. Ouais. Je l'ai trouvé effacé. Je sais qu'il est jeune. Je l'ai trouvé effacé en série. Ryan Leonard, on lui prête des intentions de leader féroce, agressif, avec, évidemment, un instinct offensif incroyable. Ouais, je vais garder féroce et agressif, pour le moment. Ben, c'est ça. Moi, c'est féroce et agressif. Alors oui, on aime ça avoir des joueurs comme ça, mais de là à mettre ce gars-là dans les top 5, les top 10 de classement, il a été repêché 8e, qui d'après moi, c'est beaucoup trop haut. C'est pas un Tom Wilson, là. Non. Mais il y a du chien, je l'ai vu jouer en personne, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais je vois pas en lui l'engouement qu'on a pour son côté offensif. Alors, dans un pool, là, garochez-vous pas sur Ryan Leonard. Ben, mon pool, c'est dimanche prochain, là. T'aurais pu attendre une semaine. Ouais, mais c'est un keeper. Non, c'est des amis. C'est là. ça. Non, mais Ryan Leonard, ouais. je pense pas que dans un pool de saison, les gens vont le prendre. C'est plus dans les keepers qui doit être populaire. Puis, c'est pas un gars de 6'4 non plus pour un gars qui joue robuste, là. Il est quoi, 6 pieds max? Oui, c'est ça. Mais il y a du chien. Ah, il y a du chien. Alors, je l'aime bien. Il va être utile à Washington, mais je comprends pas les commentaires absolument incroyables. Un autre que je trouve surestimé, parce que son nom revient souvent en raison de ses statistiques, Andrew Crystal. Encore par les Caps. Andrew Crystal, c'est un gars de 5 pieds 10 qui a eu des très, très bonnes statistiques dans les dernières années, mais je crois qu'il n'a pas
Il n'y a pas la vitesse d'exécution, il n'y a pas le coup de patin nécessaire pour contrer le fait que c'est un joueur qui est relativement fragile physiquement. Et je ne vois pas en lui un genre de dynamo top 6 comme on peut voir. Je vois un gars qui peut-être pourrait se faire une niche sur un troisième trio, mais s'il n'est pas capable de jouer top 9, c'est un joueur de la Ligue américaine. C'est quand même paradoxal, parce que les Capitals, on le dit tout le temps, avec Anaheim, c'est probablement celui qui repêche le mieux. Puis là, tes deux gars surévalués viennent de là. Oui, bien remarque, Leonard, il va faire la Ligue nationale, puis ça va être bien, là. Mais c'est parce que je trouve qu'on le classe beaucoup trop. Okay. Un autre que je trouve encore élevé dans les classements, Mathias, puis là, la preuve est en train de se faire que, David Hricek. Prenez-le dans votre pool. Je parle pour mes amis, là. Je sais qu'ils écoutent. Ouais. Keyshawn Hitchison, repêché par les Islanders. Fait que tu mets les deux dans... C'est tes deux derniers? Non, mais c'est dans le... Oui, c'est à peu près ça. C'est dans le surestimé, ça, Keyshawn Hitchison. Les Islanders? Oui, des Islanders. J'ai bien aimé le choix de Victor Eklund, avec un des choix du Canadien, mais l'autre choix du Canadien, Keyshawn Hitchison, je crois... Tu sais, je comprends ce qu'on essaie de faire. On va aller chercher un gros gars et tout et tout. Mais tu sais, les gros gars physiques dans le junior, ça ne se transpose pas nécessairement dans la Ligue nationale. Alors, pourquoi repêcher un gars comme ça, 17e? Dans 10 ans, on va pouvoir dire s'ils auraient été mieux avec Zarovski à 17 qu'avec leurs défenseurs. On verra. Voilà. Bon, dans les gars, moi, que je trouve sous-estimés, oui. Ça, c'est le fun. Bien, évidemment, Carter Bear. Comment ça se fait que Carter Quand Bear... il aime. Comment ça se fait que Carter Bear n'est pas dans le top 10 des meilleurs espoirs repêchés? Puis tu vois, ça, c'est un club qu'on dit qui ne repêche pas si bien, Détroit. Oui, puis... Détroit sont allés le chercher. Et évidemment, Trevor Conley, qui est rendu à peu près 1300e dans les classements. Ouais. Tout le monde s'énerve parce que l'année passée, il a été blessé. Le gars a fini l'année dans la Ligue américaine. Il a eu 4 points en 6 matchs. OK? Là, il est encore blessé. Moi, le seul bémol que je mets sur ce gars-là, c'est qu'il a l'air fragile physiquement. Ouais. Mais pour le reste, le gars, il a des mains, il a un coup de patin et il a une vitesse d'exécution que peu de joueurs de la Ligue nationale actuellement ont. Il est capable de faire des jeux à pleine vitesse. T'es un peu ébranlé quand même. Là. Moi, je suis pas ébranlé. Si j'étais toi, là, je serais un peu plus low profile avec ton Pourquoi? Conley. Ben, ça va un peu moins bien. Ben, ça va un peu moins bien. Pourquoi? Il y a 4 points à 6 matchs dans la Ligue américaine. Tu as cassé les oreilles pendant un an, puis ça va moins bien. Ben, pourquoi ça va moins bien? Parce qu'il est blessé? Je te le dis pas je te le dis pour toi, là, pour te rendre service. Là. Low profile. OK, c'est moi qui vais rire un jour. Bon, un autre qui est 1300e des classements, mais qui devrait être un autre de tes chouchous. Oui, un autre de mes chouchous, repêché 26e au total il y a 2 ans, et qui va probablement commencer la saison dans la Ligue américaine. Méchard. Dans la Ligue américaine, mais qui devrait être rappelé cette année et qui ne regrettera plus jamais en arrière. Solide top 6 pour compléter les jeunes vedettes des Sharks, Quentin Musty. Lui non plus, ça va pas très bien. En quoi ça va pas bien? Ben, qui en parle? Ben, c'est ça. Même pas dans les... C'est pour ça qu'il est sous-estimé. Oui, mais Mathias, Simon en parlait. Philippe Méchard aussi, d'abord, il est sous-estimé, personne n'en parle. Non, mais donne-moi donc des nouvelles encourageantes, là. OK. Mathias, non, donne-moi des nouvelles encourageantes sur Musty, là. Bien, j'aime pas ça dire ça parce que ça contredirait mes propos, mais il paraît qu'il y a eu un bon camp d'entraînement. Mais j'y crois pas au camp d'entraînement. Okay. Fait que c'est tout ce que je peux te donner parce que probablement qu'il y a des gens comme toi qui accordent beaucoup d'importance à ça. Il va-tu faire l'équipe? Non, je pense pas. C'est vrai que ça nous est loadé, là. Mathias, Sanosé a un plan de faire commencer Musty, Chernyshov, Kasper Altunen dans la Ligue américaine. 3 joueurs de 20 ans qui viennent de terminer leur stage junior. Et puis, à ce moment-là, probablement que rendu avec le Barracuda, il va jouer sur le premier trio, première unité d'avantage numérique. 6 cartons, ils vont le rappeler et il ne regardera plus jamais en arrière. Mais Quentin Musty, ça va être tout un complément pour les Michael Misa, les Will Smith, les Macklin Silverny. C'est un gars de 200 livres qui est capable de marquer des buts et puis qui est capable de foncer au filet. La pauvre Marie-Noël, elle ne le savait pas, mais elle t'a mis dans le trouble. C'est qui ton dernier, là? Ben, mon dernier, c'est Sam Rinzel. Ben non, ben ça... Non, Sam Rinzel. Il n'y a personne qui le mentionne dans les possibles recrues de l'année, alors que moi, je l'ai dans mon numéro top 3 1 de Chicago. On n'en parle pas assez. Bon, là, on commence à jaser. OK, on parle de Lev Shunov, puis on parle... C'est correct, là? On commence à jaser, là. Parfait. Hey, Musty puis Connolly, là,
Je vais assez rire le jour où ces gars-là vont commencer à faire les faits saillants Twitter. Puis que là, je vais dire... Parfait. J'ai hâte de voir le venin sortir. Ah, Parle-moi de Rinzel, là. Il va sortir. Sam Rinzel, d'après moi, va être le défenseur numéro 1 à Chicago. Je ne sais pas si on peut peut-être le faire jouer avec Alex Vlasic. Ça serait une paire incroyable. Alex Vlasic qui est un super défenseur complémentaire pour un défenseur offensif. Rinzel, c'est un gars, à ce moment-là, que j'avais marqué quand il était dans un high school américain avant le repêchage. Je l'avais top 10 et je l'avais dit, lorsque les Canadiens ont fait l'échange pour Romanov contre le 13e choix, j'aurais arrêté ça là et j'aurais choisi Sam Rinzel. Il est arrivé à Chicago. Il a très bien fait dans un petit échantillon en fin de saison. On l'a vu au Centre Bell. Il a été excellent dans le fameux match de Demidov. Et d'après moi, sa montée va continuer. C'est un gars qui a un super coup de patin. Il a pris du coffre physiquement. Et puis, il a tout un instinct offensif. Joueur de jeu de puissance. Chicago a besoin de talent. Puis je pense que c'est il cadre parfaitement à Chicago. Tu sais, des fois, on dit... Ah, le gars que j'aimais, il a mal tombé dans telle équipe. Lui, il a bien tombé. C'est pas moi qui va chialer qu'il soit à Chicago. Bon. You see, Shane, trust the process, shake the snake. Nous voilà déjà rendus, après 3 blocs, 3 jeux de mots, au 4e et dernier bloc. Il y a eu une montée de lait de ma part. Ouais, une montée de lait. Ouais, Ben, tu t'es défendu. Le serpent, il était pris dans son coin. ouais. Là. C'est ça. Pac, Pac oui, en liberté. je suis en liberté. Vas-y. On commence avec François Jeté. Les séries laissent place à un hockey beaucoup plus physique et serré qu'en saison régulière. Est-ce que donner 10 millions à Hudson, un défenseur de petite taille qui risque d'être moins dominant défensivement en série, est un risque que vous seriez prêt à prendre? Est-ce que le CH peut gagner la coupe avec Caulfield et Hudson dans l'alignement? Intéressant. Avec l'arrivée de Dobson, est-il envisageable de transiger Hudson pour un jeune centre numéro 1 ou numéro 2? Exemple, Misa ou Will Smith. Moi, je te laisse répondre, Mathias, parce que j'ai reçu... Non, mais t'es dans le trouble. J'ai reçu ma volée de bois vert l'année passée sur Hudson. Là, Il fait des jeux de mots! Oui. Avec mon propre nom, en plus. Hey, toi, il faut que tu fasses pas... une face. Non, mais... Fais une face. Non, mais ça, c'est... Roule les yeux. Non, mais ça, c'est le comble du narcissisme, là. Ah, narcissique. Écoute, je fais un jeu de mots avec mon propre nom. Non, mais vas-y, cale-toi. Non, vas-y. Non. Est-ce que tu échanges les Hudson pour Will Smith? Veux-tu, s'il vous plaît, répondre? Non. Vas-y, puis après, je vais répondre. Échanges-tu les Hudson pour Will Smith? Non, parce que je pense qu'il vaut plus que ça. Bon. Échanges-tu les Hudson? Tous les joueurs ont un prix. Attends, qui vaut plus que ça, Smith ou Hudson? Misa, d'après moi, vaut plus que Smith. T'échanges Hudson pour Misa? Je ne sais pas, Mathias. Ben, Okay. tu le sais, mais tu ne veux pas le dire. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. OK. Je te dis juste que tous les joueurs ont un prix. Moi, je veux que tu répondes à cette question-là. Moi, je pense que Est-ce que le Canadien peut gagner la Coupe, puis est-ce que ça vaut la peine d'y donner 10 millions à un joueur qui va probablement cartonner en saison, puis qu'en série, on ne sait pas. Ben, c'était ça la question de M. Jeté. Je vais Jeté. répondre avec plaisir. Moi, je trouve qu'en série contre Washington, il a été bon. OK. C'est un gars qui peut faire un jeu qui fait la différence. C'est sûr que s'il n'y a que des petits joueurs, ça ne marche pas. Mais là, tu as Caulfield d'un bord, Hudson de l'autre. Tu sais, avec les Slav, avec les Demidov, avec les autres, avec Dobson, tu peux gagner avec 2 joueurs plus petits, là, quand même. Faut pas exagérer. Je sais que c'est pas Makar non plus. Makar n'est pas un géant. L'exemple plus négatif, c'est Quinn Hughes, qui nous en montre pas beaucoup en série. Fait qu'il faut voir. Moi, avec les séries de Hudson l'an dernier, j'ai pas de problème. OK. Une question de Sid Chili. À chaque fois que vous parlez des Ducks, j'espère vous entendre parler de Olen Zellweger, mais jamais un mot. Est-ce que vous le voyez très loin de Lacombe et Mintyukov? Il y a aussi Taryn Smith qui me semble avoir un bon potentiel, mais qui semble coincé derrière tous les défenseurs des Ducks. Zellweger, l'année passée, a commencé la saison comme premier jeu de puissance, joueur de défenseur du premier jeu de puissance, quart arrière. Et à un moment donné, il a perdu son poste à Lacombe. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que Zellweger, quand même, en arrachait défensivement. Il faut être honnête, c'est pas un très gros défenseur, même s'il est très habile. Et puis, Lacombe, à un moment donné, a vraiment pris dessus parce que Lacombe est capable de jouer aussi bien offensivement que défensivement. Ouais. Il patine. Il est un peu plus âgé aussi. Mintyukov, lui, moi, il me laisse sur mon appétit. Dans le sens que j'ai jamais vu en lui une grande vedette, mais
il n'a jamais répété ce qu'il a fait à sa première saison. Moi, je me demande si c'est pas le genre de gars que tu peux cibler puis essayer d'aller chercher dans un autre avec un pédagogue. Ouais. Parce que les Ducks sont... Je pense pas qu'ils sont reconnus pour leur grande pédagogie. Là, on va voir Puis c'est avec pas Kenville. avec là. Kenville Ouais. que ça va s'améliorer. Puis tu sais, les Ducks ont beaucoup de défenseurs. On en a parlé la semaine dernière. Ils ont énormément de défenseurs, beaucoup de défenseurs offensifs. À un moment donné, ils ne pourront pas tous les garder. Non. Mais je pense que là, ils sont en train de déterminer une hiérarchie. Lacombe, ça demeure quand même juste une demi-grosse saison. Alors, oui, j'ai confiance en lui pour l'avenir, mais on va voir que ça va être quoi l'ordre. Probablement 3 défenseurs offensifs, 3 défenseurs défensifs. Ouais. Il y a Tristan Luneau, il va falloir lui faire de la place à un moment donné. Donc, Zellweger, peut-être, pourrait devenir un genre d'appât comme Jamie Drysdale l'était. Jamie Drysdale avait été un appât, puis ça leur a quand même donné Connor Gauthier. Mais Zellweger est repêché au deuxième tour. Drysdale avait encore de la valeur parce que c'est un 6e au total. C'est ça, exactement. Lacombe était un gars de fin de première. Tu sais, regarde, les Ducks, là, d'après moi, cette année, il va falloir qu'ils fassent un bond en avant. Peut-être pas nécessairement faire les séries, mais faire un bond en avant. Et là, on va pouvoir, à un moment donné, démêler tout ça et dire c'est qui le top 6 de défenseurs, parce que c'est vraiment l'équipe la plus riche de la Ligue nationale par beaucoup, en fait, de jeunes défenseurs. Et c'est là que tu vois qu'Hudson est une bébête rare. Un petit défenseur habile, là, qui réussit à faire ce qu'il fait, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, ça les rattrape tous. Ouais. Et Zellweger en est un exemple. C'est sûr que Zellweger n'a pas le talent d'Hudson, mais c'est quand même un joueur offensif talentueux. Ouais, ouais. Bon. Là, je m'excuse pour la plug, mais la prochaine question est de Jean Coutu. Ah, Pourquoi la communauté hockey est-elle aussi sévère envers Connor Bedard? Mathias, qui le compare à Tavares, par exemple, alors qu'à l'entendre parler, Demidov est un jeune joueur de franchise. ben Tavares, c'est bien. Il a combien de points en carrière? La question se poursuit en disant « Les deux ont moins de 5 mois de différence et Bédard sort d'une saison de pratiquement 70 points avec 0 joueur pour l'entourer. Est-ce qu'on va comparer Demidov à Tavares s'il nous sort une saison de 67 points? J'en doute. » Ça, j'aime ça. Mais Tavares, Parce c'est un qu'enfin, joueur. un lecteur challenge ton petit côté Fafan. Quel Fafan. Je parle pas de Demidov. Je parle de Bédard. Puis Demidov arrête. S'il y en a un qui a dit que c'est le meilleur espoir offensif depuis Guy Lafleur, je me demande c'est qui le Fafan entre nous deux. Attends, je peux-tu Mic dropper? drop? Non, fais-le pas. Défends-toi. Drop Défends-toi. le mic. Non, mais je comprends le principe. C'est que l'auditeur te trouve dur envers Connor Bedard. Puis par contre, Demidov, on dirait que c'est vrai que j'ai l'impression que s'il y avait les statistiques de Bedard cette année, même s'ils ont pratiquement le même âge, tu serais quand même un petit peu plus... Ben, c'est toi-même gentil. aussi que Pourquoi Bédard. tu serais? Mais Bédard, d'abord, On parle le jeu des deux. Bédard, c'est un centre. Oui. Je pense que c'est un gars qu'on a monté en épingle davantage que Demidov. Ben oui. Même si on aime beaucoup Demidov. Ben oui. On le mettait quasiment dans le rang de Connor McDavid. Oui. Ce qu'il n'est pas. Non. Puis moi, Demidov, je me suis laissé emporter par toi. Mais non, mais tu l'as tellement vanté. Puis tu sais le respect que j'ai pour toi. Oui, oui. Ça, c'est de la manipulation émotive, ça. Mais en le plaçant justement avec Newhook puis Kapanen, là, je sais que c'est... Tu peux arrêter là. Merci à toi. Excellent show. Merci tout le monde. OK, vas-y. Vas-y. Ben, c'est ça. Tu sais, honnêtement, Ah, OK. on va-tu le scraper? Newhook, là, tu sais, dans les ligues de garage, les gars qui patinent vite puis qui regardent pas, là, qui a des habilités, puis il va jamais rendre ses partenaires de trio meilleurs. En effet. Fait que ça, Faudrait écoute, pas- ça va changer 20 fois, là. Tu sais, il faudrait pas Ouais. mettre Lainé à place sur une 3. On s'en fout de son Là, développement à lui. il y en a Là, plus. là, moi, là, mon trio idéal, puis je l'ai déjà dit, Oui. dans les circonstances, Oui. Doc, Bolduc, Oui. Et Demidov. Demidov. C'est ça. C'est le mieux que tu puisses faire en ce moment. Quoique Bolduc, je le verrais peut-être, dépendant comment ça va se dérouler avec Michael Hage, Jarovski et compagnie, je le verrais peut-être dans un top 6. Bon. Mais sinon, un très solide top 9. Ben, ça met fin à notre épisode régulier. Simon, merci. Pag, merci beaucoup. Évidemment,
Ben, pour ceux qui sont abonnés, on continue. On continue les questions. Oui, sur le KO-sport.tv, l'épisode Bonnie est là. Sport avec un S. Voilà. Bon, Et ben, je vous donne un avant-goût de la question qui sera dans l'épisode pour commencer. Alors, c'est Cassandra Fortin qui demande Snake, dans ton groupe de 10 joueurs d'impact du Canadien, tu n'as nommé aucun attaquant défensif. Pourquoi Jake Evans ne pourrait-il pas être là, vu qu'il joue en désavantage numérique et qu'il apporte du leadership? Merci Cassandra de ramener Evans dans la conversation. bon. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau avant de continuer pour notre dernier 45 minutes. Je vais en avoir besoin. Heureusement, c'est toi qui vas lire les questions, mon beau bag. Oui.